Allô tout le monde, mon nom c'est Kimberly Agnew. Je suis dans la région d'Edmundston. Je travaille avec l'Association canadienne de la santé mentale. J'ai avec moi mes deux collègues, j'ai Jordan puis j'ai Jean-Paul qui sont là avec nous aujourd'hui. Euh, après avoir terminé ma conférence, il va y avoir un sondage à répondre à la fin si ça vous intéresse. Mais attendez que j'ai quitté la réunion, excusez-moi, la présentation avant que vous puissiez le remplir. Dans le chat, on a les sites web pour aller liker notre page Facebook sur l'Association canadienne de la santé mentale. Puis aussi le link YouTube que vous pouvez aller voir tous nos webinaires qu'on a fait avant. Puis si vous avez manqué des webinaires que vous voulez aller voir, vous pouvez aller sur notre page YouTube. Puis vous pouvez même subscriber les vidéos. Donc, aujourd'hui, on va parler de la santé mentale au travail. On a été fondé en 1918, l'Association canadienne de la santé mentale, donc ACSM. On est un organisme caritatif national qui aide tous les Canadiens à maintenir puis à améliorer leur santé mentale. Puis, en tant que chef de file national et champion en matière de santé mentale, l'ACSM va aider les gens à avoir des accès aux ressources communautaires dont ils ont besoin pour renforcer la résilience, puis favoriser le rétablissement suite à une maladie mentale. Nos bureaux sont à Saint John, Moncton et Fredericton. On est 11 coordinateurs dans la région. Donc, notre titre, nous, c'est coordinateur en éducation communautaire. On offre aussi des programmes comme Working Minds Together, donc travaillons ensemble nos mentalités, puis changeons nos mentalités, Changing Minds Together. All right. Donc, la santé mentale. Combien de personnes, pensez-vous, auront une maladie mentale au cours de leur vie? Ça, normalement, quand je fais ma présentation, je pose la question aux gens qui me répondent, mais là, je vais vous dire la réponse. Donc, une personne sur 5 va souffrir d'une maladie mentale au cours de leur vie, qui est 20 de la population canadienne. C'est quand même énorme. Quel pourcentage des visites chez le médecin sont reliées au stress? 70 à 80 des visites chez le médecin sont reliées au stress. Donc, 70 à 80 des Canadiens et Canadiennes vont vivre une surcharge de stress en allant soit au travail, leur vie quotidienne, etc. Quel pourcentage de personnes ont régulièrement des pensées négatives? 73 des gens ont des pensées négatives. C'est quand même beaucoup. On essaie beaucoup aussi de travailler sur notre pensée positive, d'être plus positif dans la vie, mais il y a des fois qu'il y a des gens qui ont été élevés comme ça, tu sais, tout en pensée négative, mais les pensées peuvent changer. En travaillant fort puis en ayant une bonne attitude, on peut travailler là-dessus, mais on peut avoir plus de pensées positives. Mais 73 de la population qui ont des pensées négatives, ça veut dire que c'est plus de la moitié des Canadiens, Canadiennes qui ont des pensées négatives. À chaque jour, combien de personnes au Canada ne vont pas travailler pour des raisons reliées à la santé mentale? 500 000 Canadiens et Canadiennes qui n'iront pas travailler dû à des problèmes de santé mentale. Problèmes de santé mentale, ça peut être comme un burn-out, ça peut être une dépression, ça peut être aussi des problèmes suicidaires, ça peut être des troubles d'anxiété, ça peut être n'importe quoi. Puis c'est beaucoup. Puis il y a beaucoup de gens qui gardent ça pour eux autres, puis ils n'aillent pas consulter, ils n'aillent pas voir leur médecin de famille pour en parler. De là qu'on peut avoir un burn-out au travail. Quelle est la proportion des troubles de santé mentale parmi les causes principales d'incapacité dans le monde? Donc, qu'est-ce que les gens vont sur la compensation? Il y a 5 Canadiens sur 10 qui vont aller sur la compensation dû soit à un accident de travail ou avec un trouble de santé mentale. Quel est le pourcentage approximatif du taux de chômage parmi les personnes ayant des troubles de santé mentale et de maladies mentales les plus graves et complexes? Donc, de 70 à 90 des gens, des Canadiens et Canadiennes qui vont avoir des troubles de santé mentale, qui vont être sur le chômage en cause de leurs problèmes de santé mentale. La santé mentale. Les facteurs qui vont augmenter ou qui vont influencer le risque de développer une maladie mentale sont un déséquilibre chimique, les caractéristiques individuelles et le comportement. Donc, dépendamment comment est-ce que une personne va réagir à une situation.
dépendamment comment est-ce qu'une personne va penser dans une situation. La personne est-tu positive, est-tu plus négative? Consommation ou l'abus de substances. Tu sais qu'il y a des gens qui vont boire de la bière aussitôt qu'ils vont finir de travailler. C'est une, deux bières, c'est normal, c'est correct, c'est acceptable, on peut tous boire notre bière après la job. Mais quand ça vient qu'une personne boit une 12, une 24, là, on peut avoir un problème d'alcoolisme. L'abus de substances, ça peut être l'abus de cannabis, ça peut être l'abus des drogues dures, un abus de médicaments. Les circonstances sociales et économiques. Donc, ça dépend si que la personne a des troubles financièrement. Des fois, quand on pense, ça vient que l'argent ou les finances, n'importe quoi, peut devenir une source de stress. Les événements traumatisants dans la vie, dépendamment si que une personne a vécu un traumatisme. Puis, c'est pas tout le monde qui vont réagir de la même manière à une telle situation. Si que, je sais pas, la personne, mettons, elle a fait un accident de voiture, puis ça l'a traumatisé, elle a des flashbacks de tout l'événement, elle peut, si c'est pas guéri, ça peut mener à un trouble, une maladie mentale comme une dépression, par exemple, ou un choc post-traumatique. Les facteurs environnementaux. Donc, comme que vous savez, on est dans un moment de pandémie. Ça peut être un facteur aussi qui peut être dur sur le moral, ça peut être très dur sur le mental. C'est une situation qui n'est pas normale. Ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui est facteurs environnementaux, votre entourage. L'hérédité, comme on sait aussi que la dépression, c'est héréditaire. Si que votre maman, papa, whatever, souffre de dépression, c'est héréditaire, donc vous pouvez vous-même souffrir d'une dépression. Ou autre maladie. Ça peut être comme la schizophrénie, ça peut être la toxicomanie. Donc, tout ça peut mener à avoir une maladie mentale. La santé mentale, les types de maladies mentales. Donc, on a les troubles anxieux. L'anxiété, elle va venir généralement avec toutes les troubles, toutes les maladies mentales. Si on fait des dépressions, l'anxiété va être là. On souffre des idées suicidaires, l'anxiété va être là. Je ne sais pas si quelqu'un qui souffre d'une maladie plus grave, comme la schizophrénie, l'anxiété va embarquer. C'est normal de vivre de l'anxiété. Des fois, quand on a hâte à un événement ou bien donc on a un rendez-vous chez le médecin, on va avoir une petite anxiété parce que c'est jamais le fun aller voir un autre médecin ou whatever. C'est des tests, des choses comme ça. Les maladies qui impliquent des cycles de l'humeur, comme la bipolarité. Les troubles de personnalité multiples. Le TDAH, donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. La démence, ça peut être une maladie mentale, les troubles de dépendance. Quelqu'un qui est toxicomane ou quelqu'un qui est alcoolique, des fois, on dit, ah, ben, tu sais, il y a ce problème-là, mais ça va se régler. Mais c'est très important de se dire qu'une personne qui souffre de dépendance, c'est une maladie mentale. Les troubles d'alimentation, comme l'anorexie, la boulimie, l'hyperboulimie, c'est des troubles de maladie mentale. La schizophrénie, puis les troubles de santé mentale qui sont un petit peu plus complexes, comme la psychopathie, puis tous ces troubles-là. Donc ça, c'est toutes des maladies mentales. Puis il faut faire aussi une différence entre la santé mentale puis la maladie mentale. On a toute une santé mentale. La santé mentale, c'est comme notre mieux-être, c'est comment est-ce qu'on fait par en dedans, c'est comment est-ce qu'on va réagir à certaines situations. Tandis qu'une maladie mentale, c'est plus comme les troubles anxieux, la bipolarité, la schizophrénie, la dépression, toutes ces choses-là. Le continuum de la santé mentale. Donc, on a en haut la bonne santé mentale, puis en bas, on a les problèmes de santé mentale. À droite, on n'a aucun symptôme de maladie mentale, puis à gauche, on a la maladie mentale grave. Donc, on peut avoir une bonne santé mentale sans maladie mentale. Donc, notre mieux-être va bien, notre santé mentale va bien, on n'a pas de maladie mentale. Mais on peut avoir aussi des problèmes de santé mentale sans avoir une maladie mentale. Donc là, on se trouve dans la partie 2. On n'a aucun symptôme de maladie mentale, mais on peut avoir des problèmes de santé mentale. Ça veut dire qu'on est plus négatif dans la vie. On se pose beaucoup de questions, on se remet en question, c'est comme on va moins bien. On peut avoir des problèmes de santé mentale avec une maladie mentale. Donc, on se trouve dans la zone 4. Ça, c'est quand ta santé mentale va pas bien.
on est très négatif, puis on pense qu'il n'y a pas personne pour nous aider, on pense qu'on est tout seul, plus avoir la maladie mentale. On peut aussi avoir une bonne santé mentale avec une maladie mentale. Donc, on est dans la zone 3. Ça veut dire qu'on peut avoir un trouble de maladie, on peut avoir une maladie mentale, avoir un diagnostic, mais on a une bonne santé mentale. En voulant dire qu'on est positif, on pense, ça va bien, on prend soin de notre santé, mais je ne sais pas, on est dépressif ou on a un trouble de bipolarité. Mais ça veut dire que quand on est dans la zone 3, c'est que c'est contrôlé. On a parlé à notre médecin, on a été chercher de l'aide, on a tout pris les bonnes démarches pour guérir notre maladie mentale. Pas guérir, mais traiter notre maladie mentale. Parce que même si on peut traiter une dépression, on peut traiter un schizophrène, on peut traiter les troubles anxieux, mais ça ne se guérit pas. En voulant dire que ça va revenir si on ne prend pas soin de notre santé mentale. Je ne sais pas si ça fait du bon sens pour vous, mais un schizophrène, ça ne se guérit pas, mais ça se traite. Donc, on va prendre les médicaments, tout va bien aller, mais la minute que la personne va arrêter ses médicaments, ils peuvent faire une rechute. Ils peuvent entendre des voix, ils peuvent penser que, bon, je suis correct, mais je vais arrêter mes médicaments, puis c'est là qu'ils vont avoir une manie. J'espère que ça fait du sens. Le stress désigne tout simplement notre capacité de s'adapter aux changements et les exigences de vie. Donc, le stress égale au pouvoir. Fait que le pouvoir est plus gros et supérieur aux ressources. Le stress survient lorsque les pressions que nous éprouvons sont supérieures aux ressources dont nous disposons pour nous adapter à une situation. Donc, j'ai dit pouvoir, mais c'est pression, là. Quand le stress est égal à la pression, puis que la pression est trop grande, on a de la misère à s'adapter aux ressources qu'on a. Il y a des gens qui pensent qu'aller chercher de l'aide ou qu'aller chercher une ressource, que c'est un signe de faiblesse. Mais non, c'est vraiment pas un signe de faiblesse. Pour moi, c'est un signe de courage. Quand quelqu'un va chercher de l'aide nécessaire pour régler leur problème de santé mentale ou n'importe quoi, moi, je trouve que c'est un signe de courage parce que, hey, j'ai reconnu mon problème, puis je veux régler mon problème, puis je veux bien aller, je veux mieux aller, je veux que ça aille bien. Le stress va provenir de 4 sources. Donc, on a notre environnement. Donc, ça, c'est comme les feux de circulation, des fois, là, quand la lumière est rouge, ça va faire bip, bip, bip. Bon, ben, ça peut être une source de stress pour quelqu'un parce que le son est agressant. Ça peut être la température. L'hiver, on voit qu'il y a des gens qui font des dépressions saisonnières. Il n'y a pas assez de soleil, il y a un manque de source, il y a un manque de quelque chose. Donc, ça, c'est un stress d'environnement. Ça peut être aussi une surpopulation. Si, mettons que vous êtes habitué de rester dans une petite ville, comme nous autres, Edmonton, c'est une petite ville, on n'a pas beaucoup de population, mais que là, vous décidez de déménager à Montréal. Montréal, il y a beaucoup de gens, il y a différentes cultures, mais ça peut être un choc. Ça peut être une source de stress. Les agents stressants sociaux. On a les inquiétudes financières, la perte d'un cher. Les inquiétudes financières, c'est comme, mettons, que vous n'arrivez pas à rejoindre les deux bouts de vos factures. Vous avez de la misère à payer les billes, de la misère à subvenir aux besoins de votre famille. Ça peut être un très gros facteur de stress. L'argent est un très gros facteur de stress pour la population canadienne. On peut aussi avoir la perte d'une personne, un décès d'un être cher, de quelqu'un qui était proche de nous. Ça, c'était des agents stressants sociaux. La psychologie, donc la maladie, ça peut être un facteur de stress. N'importe qui pourrait avoir une maladie cardiaque, avoir un cancer, souffrir d'une maladie mentale, c'est une source de stress. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale, ça peut être une source de stress aussi. Parce que c'est pas toujours évident non plus pour une personne de dealer avec quelqu'un qui vit avec un problème de santé mentale. Des fois, moi, je dis souvent, on peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider, même si on a tout fait, on a donné les ressources, on a donné notre support, on a tout donné, puis la personne ne veut encore pas s'aider, bien, il y a so much qu'on peut faire. Donc, ça aussi, ça peut être dû sur le mental à quelqu'un. Avoir une mauvaise alimentation. Tu sais, mettons que vous êtes quelqu'un qui va tout le temps manger du fast-food, quelqu'un qui va manger de la restauration beaucoup, qui s'alimente moins bien, qui mange moins de fruits, moins de légumes, moins de viande, moins de protéines. Ça peut être aussi, c'est psychologique.
Puis nos propres pensées aussi, ça dépend comment est-ce qu'on va interagir à une propre situation. C'est pas tout le monde qui va prendre, mettons qu'on vit toute une situation pareil, OK? On est dans la même situation. Exemple, la pandémie. On est tous dans cette situation-là. On est tous là ensemble. Mais il y a des gens ils vont la vivre mieux que d'autres. Il y a des gens ils vont faire probablement peut-être une dépression à cause de ça parce que là, du jour au lendemain, ils peuvent plus aller, ils peuvent plus faire leurs choses quotidiennes comme aller s'entraîner, aller au travail, aller, tu sais, du monde qui sont actifs, que là, du jour au lendemain, bah, il n'y a plus rien. Ça va dépendre de la manière que tu vas prendre ça. Comme qu'il y a des gens que d'autres, ben, c'est ah, ben, on n'est pas les seuls, on va passer positif, on va continuer là-dedans, puis à un moment donné, tout va prendre sa place. Donc, ça va dépendre de la manière qu'on va penser, puis la manière qu'on va réagir à tout ça. Donc, on a le stress. On a un stress qui est positif, puis on a un stress qui est négatif. Le stress peut avoir des effets positifs, comme ça va stimuler notre motivation ou la conscience. Fait que, mettons que, comme exemple, moi, j'ai joué du volleyball toute ma jeunesse puis toute mon adolescence. J'en joue encore aujourd'hui. Moi, j'adore le volleyball. À chaque fois que j'avais un tournoi ou une compétition, j'avais un stress. C'est comme, oh, fait, on va-tu en gagner? C'était-là, on va-tu? C'était un bon stress. Un stress d'énervement. Ou dans le temps, est-ce que tu plains un surprise party pour ta meilleure chum, ton meilleur chum, ton chum, ta blonde, puis que là, tu es tout excité, tu es tout énervé parce que tu as hâte de voir sa réaction. Fait que ça, c'est un bon stress. Ça va stimuler notre motivation. De créer la stimulation nécessaire pour s'adapter à des situations difficiles. Ça va dépendamment comment est-ce qu'on va réagir dans une situation. Comme, par exemple, quelque chose qui va arriver traumatisant, mettons. Moi, j'ai travaillé dans un centre correctionnel, j'ai déjà été une gardienne de prison. J'ai eu des situations difficiles qu'il fallait que je garde mon calme. Ça s'appelle aussi l'adrénaline. L'adrénaline, ça va dépendre de la manière que tu vas réagir dans une situation. Moi, je gardais mon calme, mais après ça, quand l'événement était fini, là, ça pompait, là, je chantais mon cœur. Mais ma adrénaline, c'était comme mon moyen de défense dans une situation difficile à gérer. Ça peut donner un sentiment d'urgence ou de vigilance nécessaire pour faire face à des situations menaçantes. Donc, c'est comme un petit peu comme que j'ai dit, quand j'avais une situation plus négative, une mauvaise situation, j'étais capable de garder mon calme, puis j'étais capable de comme, OK, c'était quand même un bon stress. C'est pas un stress qui m'a nuit. Puis, on a les stress qui sont négatifs. Donc, des facteurs de conditions mineures, comme par exemple, maux de tête, troubles de digestion, irritation de la peau, insomnie, puis même des ulcères. Quand on est trop stressé dans la vie, il y a quelque chose qui nous pogne par en dedans, c'est comme un peu de l'anxiété, mettons. Quand est-ce que votre stress vous cause des maux de tête, des maux de dos, problèmes de digestion, mal d'estomac, tu dors pas bien, là, c'est signe que votre stress, c'est un stress négatif et que c'est un stress qui dure longtemps. Fait que moi, je vous conseille d'aller consulter, parler avec un psychologue, parler avec un travailleur social, parler avec votre médecin de famille. Le médecin de famille, c'est la meilleure personne qui peut vous guider, c'est la personne qui vous connaît le mieux. Le stress qui est excessif, qui va durer longtemps, sans aucun soulagement, il va avoir des effets nuisibles sur votre santé mentale, physique et spirituelle. Donc, si quand notre stress est trop négatif, à un moment donné, ça va venir qu'on va penser négativement. On va aller moins bien. On n'aura plus de motivation à faire ce qu'on aime. Ça ne nous tentera même plus d'aller au travail. Puis si le stress provient du travail, à chaque jour qu'on va se lever du lit, ça va être pénible d'aller au travail. Puis moi, j'ai tout le temps dit, quand tu aimes ta job, tu ne travailles pas. Tu sais, c'est comme, tu vas faire du social, oui, tu vas travailler, mais tu aimes tellement ça que c'est comme pas une job ou de l'ouvrage pour toi. Tu vas avoir aussi des nuisances physiques, des maux de dos, maux de tête et spirituels. Donc, ça, c'est quand ça va pas bien. Dans ton corps, ça va pas bien, tu n'as plus de motivation, tu n'as plus rien. Donc là, c'est très important de commencer à se poser des questions et dire, OK, c'est quoi mon facteur de stress? C'est quoi ce qui me stresse dans ma vie? C'est quoi le facteur de stress? Puis la minute que vous avez, que vous pouvez mettre le point dessus, ça va vous aider à passer au travers, puis ça va vous aider à faire comme, OK, j'ai pas besoin de ça dans ma vie, ça, j'ai besoin de ça, non. Ça. Puis aussi, le stress peut provenir de des personnes qui sont toxiques pour vous dans la vie.
Une personne toxique, ça va manger votre énergie. Puis c'est là que vous allez vous rendre compte que crime, cette personne-là, elle me ronge. Puis si vous prenez vos distances, puis que vous voyez que, ah, finalement, ça va bien, je suis moins sénère, je suis moins stressée, je suis plus détendue. Fait que ça, c'est un signe que la personne était toxique pour vous. J'espère que ça fait du bon sens, qu'est-ce que je vous dis. Donc, les indicateurs d'un stress excessif, cognitif, donc dans psychologique, on a de la difficulté à raisonner, on a de la difficulté à prendre des décisions, difficulté à se concentrer, problème de mémoire ou de confusion, un déclin des fonctions cognitives, on oublie des choses bien connues, distraction et inattention. Quand on vit un stress, comme moi j'ai déjà vécu des situations vraiment que ça me stressait pendant un bon bout, quand je travaillais au centre correctionnel, j'avais beaucoup de stress. Puis, j'avais de la misère à me concentrer des fois. Je faisais mes rapports, puis on dirait que je zonais out, ça allait pas bien. Fait que, tu sais, là, je me disais, crime, c'est fait pour moi, ça, ce job-là, tu sais. J'ai adoré mon expérience au centre correctionnel, mais il y a des fois qu'il faut comprendre à nouveau. Quelqu'un qui est sur le bord de faire un burn-out, donc qui est sur le bord de faire une dépression due à son travail, va avoir de la misère à prendre des décisions. Puis c'est important de ne pas prendre des décisions importantes quand on est sur un niveau de stress. Les indicateurs physiques, quand on est stressé, là, on est dans le moment là, où ben que ça fait une semaine qu'on stresse pour certaines choses. Transpiration, on a des tensions musculaires, on va filer qu'on est étourdi. L'accélération du rythme cardiaque, fait que tu vas sentir que ton cœur, il pompe. Puis des fois même, on est comme ça, parfois, je vais te faire une crise de cœur, moi, ici. L'hypertension, donc, vous allez avoir une haute pression. Respiration rapide, fatigue excessive, une énergie nerveuse excessive. Donc, vous allez avoir un gros boost d'énergie. Puis c'est comme, OK, mais ça va dropper, ça ne sera pas long. Puis après ça, vous allez vous sentir fatigué. Un changement d'appétit. C'est soit que vous allez trop manger ou que vous allez moins manger. Comme des fois, quand on est stressé, on a comme un petit nœud à l'estomac, puis comme, oh, hey, j'ai pas faim, je sais pas pourquoi j'ai pas faim, mais c'est ça. Excusez, ça me tente pas de manger. Mais ça peut être un signe de stress aussi. La perte ou gain de poids. Donc, soit qu'on va perdre du poids beaucoup dû au stress, ou qu'on va gagner du poids dû au stress parce que des fois, il y a des gens qui vont manger leurs émotions. Fait qu'ils vont manger, puis ils vont se réconforter de cette manière-là. Douleur au cou ou aux épaules. On entend souvent, tu sais, des fois, le monde sont comme, oui, j'ai mal à j'ai mal dans le milieu du dos. Ça, c'est souvent des points de fatigue, parce qu'on est beaucoup fatigué, des points de stress aussi. Des indicateurs affectifs. Un état de choc affectif, tristesse ou de la détresse, peur ou une attaque de panique. On peut voir ça souvent dans des situations qui sont très stressantes. Quelqu'un va faire une crise de panique. Il va chercher son air, il va avoir de la misère à respirer, il va avoir mal à la tête tout d'un coup, se sentir étourdi. Le cœur va battre. Il va aller chercher ses mots, il va chercher de l'air. Donc ça peut être une attaque de panique. Ça peut être aussi une dépression. Se sentir dépassé, on a trop sur les épaules, ça va pas bien, on sent qu'on ne peut pas tout accomplir nos tâches. La frustration. Les gens qui sont beaucoup stressés dans la vie, on voit qu'ils sont plus irritables. Ils ont beaucoup moins de patience, ça va un petit peu moins bien. Tout va leur taper sur les nerfs, la moindre chose va leur taper sur les nerfs. L'anxiété. L'anxiété, c'est comme que j'ai dit au début, ça vient avec tout. La minute que tu vis une situation de stress, l'anxiété est là. Parce que, je ne veux pas, l'anxiété, c'est du stress. Un retrait. La personne, mettons, qu'elle est habituée d'aller voir ses amis, d'aller voir sa famille, puis tu sais, c'est une personne qui est go, puis que là, elle vit une situation de stress, puis que ça ne va pas bien, la personne peut être en retrait. Une perte d'identité. La personne va se remettre en question, elle va avoir une perte d'estime de soi-même, elle va se demander, crime, c'est quoi ce que je veux, moi, dans la vie? Où est-ce que je suis rendue? J'ai-tu besoin de ça? C'est quoi, là? Dans le temps, ce que la personne pensait que finalement, je me connaissais, mais là, je me reconnais plus. Un sentiment d'isolement. Fait que la personne, comme que j'ai mentionné, elle va plus voir ses chums, elle va rester enfermée chez eux à la maison, souvent, elle va rester dans le lit. L'apathie, va pleurer souvent, la méfiance et des changements d'humeur. Donc, du jour au lendemain, elle est contente, puis là, oups, ça ne s'endure plus, c'est frustré, ça a de la grosse peine.
Donc, ça, c'est des signes d'un stress qui est excessif. Comportementaux, faire des changements de routine, une baisse de rendement, fait qu'au travail, il va être moins rentable que d'habitude, va accomplir moins de tâches que d'habitude. Changement dans les habitudes de sommeil et d'alimentation. Donc, la personne, soit qu'elle va moins dormir, elle va dormir 2-3 heures par nuit ou qu'elle va dormir trop. Un manque d'hygiène personnelle. Il y a des fois, il y a des gens qui vont tellement être stressés, vont tellement avoir de l'anxiété qu'ils vont se négliger. Si c'est un homme, qu'il a fait une belle petite barbe bien trimée, une belle coupe de cheveux, puis que là, ben, laisse pousser sa barbe, puis se néglige sur les cheveux, ça ne se rase plus, ben, il ne se lave plus. Puis il y a des femmes que, bon, ils se maquilleront plus, ils font plus leurs cheveux, ils vont souvent avoir une couette sur la tête. Donc, ça, c'est un manque d'hygiène personnelle. Un retrait et isolement inhabituel. Donc, si que vous êtes habitué de voir votre ami, votre blonde, votre chum, tout le temps bubbly, tout le temps à travers du monde, puis que là, tu ne le vois plus, là, puis il ne fait plus rien avec ses amis, il ne fait plus rien avec personne, bien ça, c'est un stress excessif. Puis ça, c'est ça. Si ce n'est pas réglé à temps, ça peut venir à un trouble d'anxiété majeure ou même mener à une dépression. Volubilité excessive, puis consommation de drogue et d'alcool excessif aussi. Donc, quelqu'un qui va être stressé, des fois, va comme, ouf, j'ai besoin d'une bière, je vais boire, puis je vais. Qu'est-ce qu'on boit direct, des fois qu'on engloutit nos problèmes sont comme plus là. C'est très important de faire attention à ça. Puis il y a des gens aussi qui vont régler leurs problèmes en fumant de la marijuana, en utilisant des drogues dures ou ben non, en utilisant des médicaments excessivement. La stigmatisation, c'est la façon négative et préjudiciable dont les personnes vivent avec un trouble mental sont étiquetées. Souvent, cette étiquette-là, ça ne se rattachera pas qu'au trouble lui-même. La stigmatisation, ça va être une attitude, une croyance que les personnes ont en leur fort intérieur au sujet d'un groupe minoritaire comme des personnes ayant un trouble de santé mentale. Souvent, la stigmatisation, c'est comme porter un jugement sur quelqu'un ou porter un jugement sur une situation. Ça va se manifester dans plusieurs formes de stéréotypes négatifs, inexacts, un comportement discriminatoire. Donc, souvent, on va avoir des jugements sur quelqu'un qui va souffrir d'un problème de maladie mentale. Par exemple, un schizophrène. On va dire, ben voyons, cette personne-là est folle, il est fou, lui, il se parle tout seul, puis voyons, donc c'est pas normal, Fait que ça, c'est une stigmatisation. La personne, oui, elle souffre de schizophrénie, mais si la personne est contrôlée, le problème, c'est correct. Ça ne veut pas dire nécessairement que la personne est dangereuse, ça ne veut pas dire nécessairement non plus que la personne n'a pas le droit de vivre sa vie. Fait qu'on va faire une stigmatisation là-dessus. On entend aussi souvent quand les gens vont faire des burn-out à l'ouvrage. Oh, cette personne-là, elle dormait, fait que moi, dans mon temps, là, ça ne marchait pas de nez. On parlait pas de ça, on travaillait, puis non. Écoute, n'importe qui va dealer avec une situation différemment. Puis, il y a beaucoup de stigmatisation. Même sur la santé mentale, des fois, on va juger, bon, il y a un problème de santé mentale. Mais gardez dans votre tête que tout le monde a une santé mentale. Une santé mentale, c'est normal, tout le monde a ça. C'est les maladies mentales que ça peut être un petit peu plus complexe. Mais ça se traite très bien, puis ça se guérit bien aussi. Il ne faut pas être gêné d'aller consulter. Il faut, puis comme que j'ai dit au début, c'est avoir le courage d'aller consulter. Moi, je trouve que c'est important. La stigmatisation au travail. Donc, on a l'absentéisme. C'est des absences fréquentes de courte durée qui sont imprévues ou inattendues à cause d'une maladie ou d'un autre type de congé. Donc, la personne va coller malade souvent. Ça, on entend ça, voyons, crime, on l'a pas collé malade, elle. Mais on ne peut pas juger parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que cette personne-là vit à la maison. On ne sait pas non plus qu'est-ce que cette personne-là vit au travail. Là, tu as la présentéisme. Fait que ça, c'est un employé qui travaille alors que sa santé mentale, elle ne lui permet pas en raison d'une maladie et accomplie. Son travail il va être un petit peu moins bon, son rendement va être moins bon. La personne est là, elle se présente au travail,
mais elle n'est pas productive. Pas qu'elle ne sert pas à rien au travail, mais elle a besoin d'un break, elle a besoin d'avoir un sport, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de penser à ses enfants. C'est quand elle vient au travail puis que sa santé mentale n'est pas nécessairement bonne, euh, tout ce qu'elle va essayer d'accomplir, ses objectifs de la journée, ça va être moins rentable. Son rendement va être moins bon. Donc, ça, c'est la différence entre l'absentéisme et le présentéisme. Ici, on a le concept de l'iceberg. La partie de l'iceberg de la surface va représenter seulement 10 de tout le reste, soit 90 en dessous du niveau de la mer. Donc, on voit sur l'image, on voit un petit quelque chose de l'iceberg, mais quand on regarde en dessous de l'eau, c'est beaucoup plus gros. Les gens, ils vont démontrer 10 de leur personnalité, 10 de leurs problèmes aux gens. Mais dans le fond, à l'intérieur, quand on ne connaît pas une personne, c'est très important de ne pas juger parce qu'on ne sait pas ce qu'elle vit, on ne sait pas comment est-ce que la personne va réagir à tout ça. Au-dessus de l'eau, c'est qu'est-ce qu'on va voir sur le 10 c'est les stratégies d'adaptation ou les réactions d'une personne à ce qui va se passer en dessous de la surface, soit le 90 Donc, comme que je viens de dire, la réaction, la personnalité de la personne va juste montrer 10 Tandis que dessous, donc en dessous du niveau de l'eau, 90 sont les symptômes, sont les réflexions, les sentiments de rattachement à un trouble mental ou à un problème de santé mentale. Ce sont aussi des expériences vécues. On a toutes vécu des expériences dans notre vie. Chacun niveau, on a une histoire. Donc, puis on ne montre pas toute notre histoire comme moi. Tu sais, si vous me rencontrez, je vais vous montrer une bonne personnalité. Tu sais, je vais vous montrer que j'aime le monde, j'aime parler. Mais en dedans de moi, j'ai peut-être bien vécu une situation que vous n'êtes pas au courant. J'ai peut-être bien des choses dans ma vie que ça m'affecte. Mais je ne le montrerai pas nécessairement. Alors, qu'est-ce que l'équilibre travail-vie personnelle? Fait que ça, normalement, c'est une activité que je fais avec les personnes. Est-ce que c'est un état qui est propre à nous? Il s'agissait tout simplement d'équilibrer le temps consacré aux deux. Donc, je vais vous laisser le temps de penser un petit peu à ça. C'est un état qui est propre à vous? Puis, je vais juste, vous pouvez peut-être bien prendre un petit 30 secondes pour écrire ça, puis juste analyser la question. C'est avoir un équilibre travail-vie personnelle, c'est-tu propre à vous autres mêmes? Je vais juste vous laisser 30 secondes de penser à cette question-là. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, vous pouvez garder ça pour vous. Ça peut être personnel. Donc, je vais changer de diapo. Équilibre travail-vie personnelle. C'est quoi ça? Ça, c'est un état de mieux-être qu'une personne peut atteindre ou viser pour lui permettre de gérer avec efficacité des multiples responsabilités au travail, à la maison et dans sa communauté. Et ce, sans douleur, sans stress, sans indice néfaste. Donc, équilibre travail personnel, ça veut dire que vous êtes capable de faire un équilibre entre votre travail, votre vie personnelle à la maison et votre vie dans la communauté. C'est que vous êtes des gens qui aiment faire du bénévolat, qui aiment s'impliquer dans la communauté. C'est que tout le travail, vie personnelle, communauté, ça ne clash pas ensemble. L'équilibre de vie. 58 des Canadiens indiquent se sentir dépassés par leur rôle. Donc, ça veut dire qu'il y a 58 des gens qui ils pensent qu'ils ressentent qu'ils font beaucoup plus qu'ils devraient faire, accomplir au travail. Une prévalence significativement plus élevée d'anxiété et de dépression chez les employés qui vont travailler plus de 49 heures par semaine. Puis ça, on voit beaucoup ça, qu'il y a beaucoup de gens, surtout les gens qui vont travailler dans des moulins, travailler en construction, travailler dans la justice. Il y a beaucoup d'overtime, fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler plus que 45 heures par semaine. En 2005, les gens passaient 45 minutes de moins par jour avec leur famille qu'en 1985. Fait que ça équivaut à 5 semaines de travail supplémentaires par année. En 1998 et 2010, le temps consacré au travail a augmenté de 3,9 heures par semaine. Donc, les gens sont plus longtemps au travail qu'à la maison. Le rendement des employés, le taux de maladie, d'absentéisme et d'accidents et de roulement
du personnel sont tous influencés par l'état de santé mentale des employés. Ça veut dire que des fois, les gens vont trop travailler puis vont être très fatigués, puis ça va devenir dangereux pour eux au travail. Comme exemple, moi personnellement, quand j'ai travaillé à la prison, je me suis déjà vu faire 9 chiffres de nuit, donc 9-12 heures en ligne, avoir une journée off et commencer 6-12 heures de jour. J'étais un zombie au travail. Je me suis dit, OK, là, ça va pas bien. Là, hey, là je suis fatiguée, c'est dangereux pour moi, c'est dangereux pour mes collègues, puis c'est dangereux pour les détenus. Tu sais, j'étais pas apte, j'étais pas là à 100%. Fait qu'il fallait que je me repose. Donc, j'ai été voir mon supérieur, puis j'ai dit, là, il va falloir que tu me donnes des journées off parce que faut que je me repose. Ça vient que c'est dangereux pour moi. Fait que c'est ça qui veut dire un petit peu. Puis quand on est trop fatigué ou on vit un trop gros stress à l'ouvrage, c'est là les risques d'accident au travail, là les risques de faire une dépression et là les risques de faire un burn-out. C'est très important de s'occuper de notre santé mentale. Donc, la santé mentale au travail. Les problèmes ou les troubles de santé mentale qui se présentent le plus souvent au travail. Donc, on a l'anxiété, la dépression et l'abus de substances. Dans la dépression aussi, on peut associer ça au burn-out. Le plus souvent, cela va affecter les personnes dans les périodes les plus actives et intenses entre 24 et 44 ans. On dit souvent comme « Ah, vous êtes jeune, vous êtes capable de travailler. » Moi, quand j'avais ton âge, je te faisais des 50-60 heures par semaine. Ça va bien, bah. Fait que là, nous autres, on a ça dans la tête. Fait qu'on est comme « Bon, ben, mes parents l'ont fait, mes grands-parents l'ont fait. Moi, je suis capable de le faire. » Ça ne veut pas dire que vous êtes capable de le faire nécessairement. Il faut que vous écoutez votre corps. L'équilibre travail personnel, c'est un facteur crucial de la santé mentale. C'est important. Je sais que c'est facile à dire aussi. Tu n'amènes pas qu'est-ce qui se passe à la job à la maison, tu n'amènes pas qu'est-ce qui se passe à la maison en job. C'est facile à dire, c'est un petit peu plus difficile à faire. Parce que des fois, tu as tellement besoin de débriefer de ta job que tu vas en parler à ton partenaire ou ta partenaire. Les demandes au travail continuent d'augmenter, tout comme le nombre d'heures. Un Canadien sur 4 travaille au moins 50 heures par semaine, comparativement, 1 sur 10 il y a 10 ans. OK? Donc, ça veut dire on travaille beaucoup plus que 10 ans passés. La santé mentale, fait que selon Statistique Canada, environ 27% des employés adultes ont dit qu'ils éprouvaient beaucoup ou énormément de stress chaque jour. Donc, des fois, les boss, ça demande beaucoup trop. Des fois, tu as comme des piles et des piles de travail. Tu te demandes quand est-ce que tu vas voir un bout, puis là, tu as ça à faire, puis là, tu as une job à faire pour, je sais pas, moi, dans une semaine, puis là, tu finis finalement ta job-là, tu penses que tu vas prendre un souffle, puis tu as quelque chose d'autre à accomplir. Dans 62% des cas, les répondants ont indiqué qu'ils étaient surtout sous l'effet du stress au travail. Donc, les gens vivent beaucoup de stress au travail. Parmi d'autres sources de stress chez les travailleurs très stressés, ils vont mentionner que les préoccupations d'ordre financier, il y a 12% des gens qui vont dire que c'est un de leurs problèmes. Ils vont faire un travail qui ne sont pas assez payés. Ils devraient être plus payés pour qu'est-ce qu'ils font. Un manque de temps, 12% des personnes. 8% des gens que c'est des problèmes familiaux. Donc, ça ne va pas bien à la maison. Puis quand ça ne va pas bien à la maison, bien, des fois, ça l'affecte au travail. Et les problèmes personnels et autres, on a 6% des travailleurs qui sont stressés en cause de ça. Quels sont certains facteurs de stress à la maison? Donc, on a la famille. Des fois, si ça ne va pas bien, on a des adolescents à la maison ils veulent faire leur trip de jeunesse, puis que ça fait une grosse source de stress pour les parents. Ça peut être aussi que ça ne va pas bien avec votre conjoint, votre conjointe. Les parents qui vieillissent. Des fois, je ne sais pas, vous avez 40, 50 ans, puis vos parents, ça s'en vient, ça a 70, 80, 90, puis des fois, ça serait le temps de les placer dans un foyer. Fait que là, j'ai assez d'argent pour afforder de mettre mes parents dans un foyer. Mes parents vont être bien pris soin. Ils vont avoir les soins nécessaires. Ils vont-tu? Fait que ça peut être une source de stress. La pression venant des enfants et des adolescents. Donc, ça vient à dire que si que vous avez des enfants en problème, des enfants qui aiment ça être un petit peu plus rock and roll, les activités. Si vous êtes impliqué dans votre communauté, si que vous avez des enfants qui sont dans la danse, le hockey, le soccer, le volleyball, n'importe quoi, ça peut être un facteur de stress parce que là, je n'ai un qui
et sa pratique à 1 an, mais à 1 heure et demie, j'ai l'autre qui a une autre pratique. La gestion du temps. Donc, est-ce que votre temps est bien géré? Les obligations et les tâches ménagères. Ça aussi, il y a des fois qu'il y a des gens qui arrivent à la maison, c'est comme, oh, les tabarouettes, j'ai trop de ménage, j'ai trop de choses à faire, puis là, je ne sais pas où est-ce que je vais me garrocher. Ça, c'est important de diviser les tâches puis de savoir demander de l'aide. Si vous avez des enfants, hey, pouvez-vous faire vos tâches? Aidez-moi à la maison. Vous pouvez demander à votre conjoint de vous aider avec les tâches. Les demandes et les engagements, ça aussi, ça peut être des facteurs de stress et les finances. Les finances aussi, parce que tu as une famille à nourrir, tu as une maison à payer, puis que là, tu te demandes, je vais te rejoindre les deux bouts à la fin de tout ça. J'ai-tu mon salaire, il est assez gros pour subvenir aux besoins de ma famille? Mon salaire, il est assez gros pour subvenir aux besoins de mes enfants? Ça peut être un facteur de stress. Les facteurs de stress au travail. Donc, on a les échéances, on a la surcharge de travail, on a la gestion du temps, la dépendance à l'égard des collègues. Ça, des fois, on va se fier sur un de nos collègues pour terminer un projet ou pour faire un projet. Mais là, si que vous n'avez pas vous n'avez pas la même horaire, venons que la personne s'absente souvent, vous fiez sur cette personne-là, mais là, elle cause souvent malade ou elle ne se présente pas. Des fois, ça peut être une très grosse source de stress. Du harcèlement. On voit beaucoup ça en 2020 aussi, qu'il y a encore de l'harcèlement. Surtout au niveau des femmes qui vont travailler dans un domaine d'hommes. Exemple, une femme qui est soudeuse, une femme qui est gardienne de prison, une femme qui va être mécanicienne. Des fois, ils vont pouvoir avoir de l'harcèlement sur ça. Ou les hommes qui sont infirmiers, les hommes qui sont des coiffeurs. Des fois, ils peuvent avoir des jugements ou de l'harcèlement là-dessus. Même aussi que vous faites la même job, on prend avocat, l'avocat, il est plus payé que l'avocat. On n'est plus supposé de voir ça, mais on est conscient que ça existe encore. Un changement de poste ou de carrière. Tu as appliqué sur un poste, tu as eu ce job-là, fait que ça peut être une source de stress comme oh oui, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est hey, je suis stressée, ça va-tu bien aller, je vais-tu bien faire mes choses? La sécurité d'emploi. Comme il y a des fois, il y a des professeurs, des nouvelles enseignantes qui vont avoir un contrat de 1 an, mettons, jusque-là, après ça, hey, mon contrat finit dans 1 mois ou 2, je vais avoir une job, oui? Je vais continuer à travailler, je suis garantie d'avoir une job. Et les déplacements. Des fois, il y a des travails qui vont exiger des déplacements dans la province, dans des régions. Ça peut être un facteur de stress aussi. Quand il faut voyager l'hiver avec les tempêtes de neige, puis ainsi de suite. Les 5 catégories d'expériences psychologiques qui vont favoriser le bien-être mental. Donc, on a la structure temporelle, on a les contacts sociaux, l'appartenance et l'effort et le but, l'identité sociale et l'activité régulière. Donc, ça, c'est important pour garder un bien-être. Avoir des contacts sociaux, avoir des bonnes personnes à qui on peut se confier, pouvoir parler à quelqu'un, avoir un bon réseau social, des bonnes personnes pour vous, pas des gens négatifs qui font juste qui sont pas fiers de vous, qui font juste de vous critiquer. Entourez-vous de bonnes personnes. Avoir un bon sentiment d'appartenance, avoir un but. On va se fixer un objectif, un but réaliste, puis on va atteindre notre but. Ça aussi, ça fait partie du sentiment d'appartenance. Identité sociale. Est-ce que je fais bien dans la société? J'ai mes chums, c'est qui mes amis, c'est qui mon entourage. Et l'activité régulière, ça, c'est très important aussi de faire de l'activité physique, de prendre soin de notre santé mentale, aller faire des marches, aller hiker, faire du basic à pédale, aller au gym, n'importe quoi. Je sais que dans le temps de la pandémie, les gyms sont fermés, puis c'est un petit peu touchy de faire quelque chose, mais prendre une marche dans le bois, là, ça fait tellement du bien. Aller faire une petite randonnée dans la petite claire, là, il fait beau, il fait chaud, c'est bon pour le moral. La santé mentale au travail. Pourquoi un employé pourrait ne pas révéler un problème de santé mentale à son employeur? Donc, pourquoi est-ce que des fois, on est gêné de demander off, on est gêné de dire comme écoute, là, ça va pas bien? On a les réactions des autres, donc la stigmatisation. On a la discrimination, possibilité limitée d'avancement, ignorer à qui on va s'adresser. On ne peut pas reconnaître l'existence des politiques d'accommodation actuelles, ne pas reconnaître qu'il est
aux prises avec un trouble de santé mentale qui va nier l'incertitude face à l'avenir et les restrictions. Ça peut être des fois, c'est sûr que ça ne tente pas nécessairement de dire comme nos faiblesses. Ça ne tente pas de dire comme, hey gars, j'ai un problème, il faut que je le règle, j'ai besoin du repos. Mais c'est tellement important d'en parler et de le dire. Puis la personne ne devrait même pas vous juger parce que n'importe qui a besoin de se reposer, n'importe qui a besoin d'une bonne santé mentale. Puis quand on voit que notre santé mentale, elle va pas bien, c'est là qu'il est important de prendre notre courage en deux mains et dire, OK, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'aide. Puis c'est pour ça aussi que des fois, il y a des employés qui n'osent pas aller parler à leur employeur parce qu'ils ont peur de se faire juger, ils ont peur de se faire rire d'eux autres. Mais c'est un signe de courage, puis c'est un signe de volonté. Vous avez besoin de vous reposer. Donc, n'hésitez pas à dire, OK, j'ai besoin de me reposer, c'est pour mon bien-être, c'est pour mon mieux-être, c'est pour ma santé mentale. Donc, c'est ça qui complète ma présentation de ce soir. J'espère que ça vous a aidé, que ça a bien été. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le Q et le A. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, c'était tout clair. J'ai-tu des questions, des commentaires? Puis aussi, n'hésitez pas, si jamais que vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez besoin de contacter quelqu'un, vous pouvez toujours me contacter sur mon email. C'est kimberly.ano@gnv.ca. Je vais l'écrire dans le chat. Donc, si vous avez n'importe quoi, des questions, n'hésitez pas à me contacter. Fait que j'ai pas de questions. Ça veut dire que tout était clair. Vous ne m'avez pas entendu? Des stratégies que je peux vous conseiller pour réduire le stress. L'alimentation, c'est quelque chose de très important aussi. C'est bien, qu'est-ce qu'on manger moins de carbs, manger des fruits, des légumes, vos protéines, votre viande. Aussi faire la relaxation. Juste vous asseoir dans un coin qui est paisible, prendre des grandes respires. On relâche tout, on essaie de moins penser négativement. Aller prendre des marches, bouger, faire de l'exercice, même que juste être toute seule, écouter de la musique que vous aimez, qui vous relaxe, c'est un très une bonne thérapie, moi, je dirais. Comme moi, c'est ça que je fais. Moi, j'aime ça, aller marcher, aller courir, avoir ma musique, être dans le bois. L'alimentation, oui, j'avoue que c'est cher, mais là, il fait beau. On peut commencer à se faire des jardins, tu sais, se faire pousser des concombres, des tomates, des carottes. Puis, je sais que manger santé, c'est cher. Puis, je sais aussi que c'est pour ça que des fois, on aime mieux avoir de la bouffe qui est vite faite, bien faite. Mais juste un petit peu comme, juste changer des habitudes, des fois, ça peut être quand même bon pour vous autres. Puis aussi, juste prendre un bain, relaxer, allumer des bougies, prenez votre bain, relaxer, puis essayez de juste penser à rien. Ça aussi, ça peut être quelque chose de bon. Faire des siestes, que ça fait un petit power snooze de 20 à 30 minutes. Ça aussi, ça peut vous aider. Puis à la job, qu'est-ce qui peut vous aider aussi, c'est de prendre des pauses de 10 minutes à chaque 2 heures. Tu sais, comme OK, je vais aller prendre une marche dans le bureau, je vais aller prendre une marche dehors. Juste un petit 10 minutes, ça fait toute la différence. Puis quand est-ce que vous êtes en congé, c'est important aussi de ne pas checker vos emails, de ne pas checker tout ce qui a rapport à la job. Quand on est en congé, on oublie ce qui se passe au travail. J'espère que ça vous a aidé un petit peu pour les stratégies de stress. Oui, c'est ça. Fait que prendre 10 minutes à job, à chaque 2 heures ou 3 heures, n'importe quoi. Puis c'est ça. Éteignez vos téléphones, éteignez tout ce qui a rapport à job. Juste lâchez prise.
Puis ça, ben, ça va faire que vous allez avoir un boost d'énergie quand vous allez retourner au travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres commentaires? Y a-t-il autre chose que vous aimeriez que je réponde? Ah! Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires? Je vais vous souhaiter de passer une belle fin de semaine. Reposez-vous. Puis, c'est ça. Prenez soin de votre santé mentale et de votre mieux-être. Puis là, profitez de votre petite soirée. Là. Il fait beau dehors, il fait chaud. À prendre une petite marche décompressée. Un gros merci. Passez une belle soirée.